Commençons par le premier module. Donc, pourquoi Totem? Déjà, qu'est-ce que Totem? Donc, Totem, ça veut dire Tool to Optimize the Total Environmental Impact of Materials. C'est un outil belge pour évaluer l'impact environnemental des bâtiments et des éléments de construction. C'est totalement libre d'accès. C'est en ligne depuis février 2018, déjà 5 ans, et c'est le fruit d'une intense collaboration entre les 3 régions. C'est un outil qui se veut avec une méthodologie la plus transparente possible et l'outil est organisé entre 3 activités qui est la modélisation, l'évaluation et la comparaison et l'optimisation par cette comparaison. Alors un petit historique de l'outil Totem. L'aventure a commencé vers 2011 où le VAM, donc en région flamande, a développé la méthodologie qui s'appelait à l'époque MMG. Donc c'était un cadre méthodologique transparent pour le calcul et la communication sans équivoque des performances environnementales des matériaux qui étaient utilisés dans les éléments de construction. En 2014, Bruxelles Environnement et le service public de Wallonie rejoignent l'équipe MMG afin de développer un outil belge cette fois-ci, donc avec les 3 régions, et qui soit plus user-friendly, puisque à la base, c'était basé sur des outils Excel qui étaient plutôt destinés à des experts. Et donc, il lance le développement d'un outil dynamique qui va évoluer aussi selon les nouvelles perspectives, les nouvelles données scientifiquement fondées. Et il lance pour se développer cet outil dynamique une large consultation du secteur, donc des experts de l'industrie de la construction, des 3 régions, des autorités fédérales, etc. En parallèle, en 2017, le fédéral lance la base de données BIEPD, dont on va reparler. Et en 2018, on lance l'outil Totem en février, donc une application publique web. Donc, entre-temps, le fédéral et les 3 régions se mettent aussi à collaborer afin de pouvoir intégrer en 2020 les EPD dans la bibliothèque de Totem. Donc, on reparlera des EPD par la suite, pas de panique. Un gros changement quand même méthodologique en juillet 2021 où on s'aligne avec les différentes normes européennes pour voilà, avoir la méthode appelée PEF. Et ici, tout dernièrement, en mars 2023, une toute nouvelle version de l'outil. Alors, c'était comment donc cette nouvelle version, c'est un développement important qui a été fait pour faciliter et pour améliorer la modélisation pour les utilisateurs principalement. Donc ça inclut un tout nouveau design, mais également l'inclusion des installations techniques, l'amélioration du calcul de l'énergie, dont un lien avec la PEB, et des matériaux biosourcés, des matériaux adaptés enfin des éléments adaptés à la rénovation. Donc vous verrez tout ça dans la présentation. Donc comme je disais, l'outil est le fruit de la collaboration entre les 3 régions belges. Et il y a également, donc, ils sont accompagnés par une équipe d'experts pour la qualité et le support autour de l'outil. Donc, d'abord pour la communication, les formations, etc., et le support comme aujourd'hui. Également pour la qualité, le développement et la coordination opérationnelle. Et bien sûr, pour le développement et le maintien de l'outil ICT en soi. Et donc, vous avez ici les différents logos des bureaux qui font partie de cette équipe d'experts. L'outil est destiné à un public de concepteurs, donc d'architectes, de bureaux d'études. On voit que ce public est bien représenté aujourd'hui, c'est très bien, mais également d'autorités publiques pour l'inclusion aussi de clauses dans leur cahier des charges, de producteurs de matériaux qui sont concernés également par les EPD, on va en reparler, et également de chercheurs et étudiants qui sont nombreux à utiliser l'outil. Le secteur de la construction, c'est 50% donc des ressources, donc des matières premières et d'énergie qui est consommée par le secteur. C'est aussi donc, je disais 40% des gaz à effet de serre qui sont émis par ce secteur, 33% de la consommation d'eau et puis en fin de vie, 36% des déchets qui sont produits proviennent du secteur de la construction. Alors le but, voilà, ce n'est pas c'est normal, c'est un grand secteur d'activité, mais ça montre l'importance aussi de s'intéresser à l'environnement dans ce secteur de la construction, d'où pourquoi Totem aussi pour
parler de ces questions environnementales. Alors, c'est vrai que les réglementations s'intéressent déjà beaucoup au secteur de la construction et par exemple, la PEB a fait énormément, de progrès depuis, 10 à 15 ans, mais ça s'intéresse uniquement à l'énergie durant la phase d'usage du bâtiment et donc en fait, c'est un seul indicateur qui est donc la consommation d'énergie qui est directement liée à l'impact au niveau du réchauffement climatique et une seule phase du cycle de vie qui est donc la phase d'usage ou d'utilisation du bâtiment. Et or, plus un bâtiment est isolé, plus on va rajouter de matériaux, de techniques et donc quand on passe d'un bâtiment PEB, conforme 2010 à un bâtiment passif, on rajoute beaucoup d'éléments d'enveloppe et beaucoup d'éléments de technique et donc on consomme moins d'énergie. Donc c'est vrai que l'impact environnemental de l'énergie va diminuer, donc ici, mais par contre l'impact des matériaux va augmenter. Donc en global, on va diminuer l'impact global du bâtiment, mais la part, relative des matériaux augmente et donc une fois qu'on a bien diminué cet impact énergétique, il est intéressant aussi de s'intéresser à cet impact des matériaux. Donc Totem, c'est un outil qui utilise la méthodologie analyse de cycle de vie ou ACV. Donc, c'est une méthodologie qui est multicritère. On a ici dans Totem 19 indicateurs environnementaux qui sont regroupés en 12 groupes. On reviendra sur ça tout à l'heure. Et ça inclut tout le cycle de vie, donc depuis l'extraction des matières premières et de l'énergie, en passant par la fabrication, la construction, l'utilisation, également la maintenance durant la vie du bâtiment, le démontage, la démolition et le traitement des déchets en fin de vie, avec toutes les phases de transport qui sont aussi nécessaires entre ces phases du cycle de vie. Alors, dans la pratique, Totem, c'est environ 8000 utilisateurs pour le moment. Ça évolue évidemment constamment. On a déjà formé plus de 1200 architectes et c'est vraiment un outil qui permet de découvrir et de tester cette approche analyse de cycle de vie et d'améliorer un projet, que ce soit un projet au niveau des éléments ou des bâtiments. Donc, le Totem est intégré de manière progressive dans les marchés publics. Donc, il y a eu un guide qui a été rédigé par Lovam, donc en néerlandais, il est ici, pour l'intégration de Totem dans les marchés publics. Il y a également un travail qui a été fait par Bruxelles Environnement sur des FAQ et des guidelines dans les marchés publics. Donc ça, ces infos-là, elles sont disponibles directement sur le site Totem dans les FAQ ou également sur le site de Bruxelles Environnement. Le Totem est également reconnu pour la certification BREEAM. Donc, si vous utilisez Totem, ça vous donne un score exemplaire pour l'aspect matériaux dans BREEAM. C'est utilisé également dans le référentiel de durabilité GROW. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un site internet et vous pouvez consulter. Il y a une version également francophone de cet outil. Et à Bruxelles, ça donne droit à une prime depuis janvier 2021 donc pour l'utilisation de Totem. Donc dans la réglementation, pour le moment, c'est encore sur base volontaire, mais depuis, donc dans le contexte européen, depuis 2018, il y a déjà une réglementation environnementale des bâtiments aux Pays-Bas, depuis 2022 en France, depuis 2023 au Danemark. Et donc, ça arrive progressivement dans toute l'Europe. Et à partir de 2027, en Europe, il y a un projet qui est donc la révision de la directive EPBD. Donc, c'est un projet de législation qui est en consultation pour le moment et qui devrait aboutir ici à une version finale possible d'ici cet été, donc c'est tout proche, et qui donc va exiger une évaluation des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie. Donc à partir de 2027, ce sera pour les nouveaux bâtiments donc, de grande taille, donc plus de 2000 mètres carrés, et à partir de 2030 pour tous les nouveaux bâtiments. Et donc ce sera intégré dans le certificat PEB. Et donc c'est quelque chose qui pourra être fait avec Totem. Alors sans trop tarder, je vous montre comment entrer dans l'outil Totem. Donc Totem, c'est un site internet. Vous avez ici l'adresse. C'est totalement libre d'accès. Et donc, quand vous
allez sur ce site, vous obtenez cette page d'accueil. Alors, vous pouvez voir directement que l'outil est disponible en 3 langues, en anglais, en français et en néerlandais. Et sur cette page d'accueil, vous avez plein d'infos déjà, sans devoir même vous connecter. Donc, toutes les actualités de l'outil, donc les nouvelles versions, les formations, les événements qui sont organisés, toute la documentation sur la méthodologie, donc qui est en accès libre ici, de manière la plus transparente possible. Vous avez également ici une section qui vous présente, donc à propos de Totem, voilà, les informations principales sur la méthodologie et toutes les questions, donc les FAQ sont également disponibles, le helpdesk également est disponible sans même se connecter. Pour se connecter, c'est ici. Donc, il faut, si vous n'avez pas de compte Totem, vous pouvez en créer un, c'est totalement gratuit. Il suffit donc d'une adresse email et de créer un mot de passe. Et si vous avez perdu ce mot de passe, il y a bien sûr la possibilité de le récupérer. Quand on est connecté, on a une page d'accueil un peu différente, mais on a toujours les éléments donc d'actualité, de documentation à propos de Totem et tous les éléments d'aide qui sont disponibles ici. Ce que vous avez en plus, ce sont donc la bibliothèque de projet, ici en rouge, et qui vous permet aussi sur la droite de voir les projets que vous avez ouverts récemment et aussi toutes les notifications de partage et de collaboration sur des projets. Vous avez également ici donc la bibliothèque qui va reprendre tous les composants, les éléments et les bâtiments disponibles dans Totem. Donc, je n'ai pas parlé, mais il y a également des tutotems donc, qui sont disponibles sur les 2 pages d'accueil, qu'on soit connecté ou non, et qui permettent, donc ce sont des vidéos qui permettent de, par exemple ici, avoir une démonstration de la nouvelle interface de l'outil. Alors un petit conseil, donc il y a beaucoup d'informations sur la page de Totem et donc on conseille aux utilisateurs de réduire un petit peu le zoom, donc aux alentours de 80% dans le navigateur Internet afin d'avoir une bonne visibilité de l'ensemble des informations qui sont disponibles sur l'outil Totem et d'optimiser la manière dont il l'utilise, l'outil. Donc passons maintenant à la deuxième partie qu'on a appelée donc concevoir des bâtiments en se posant des questions environnementales, où on va donc passer en revue les différents aspects de la méthodologie, mais organisés autour de questions. Des questions comme est-ce que les bâtiments basse énergie ou passifs sont meilleurs pour l'environnement? Puisque plus on isole un bâtiment, plus on va rajouter des matériaux, donc des isolants, des fixations et également des techniques, par exemple la ventilation mécanique pour ne citer qu'elle. Donc bien sûr, le bâtiment va moins consommer d'énergie pour le chauffage, mais quid de l'énergie grise pour produire les matériaux qu'on va ajouter? Ces matériaux supplémentaires, en plus, après, deviendront des déchets supplémentaires lors de la démolition du bâtiment et donc quid de leur impact sur l'environnement. Alors, pour répondre à ces questions, je vais vous expliquer ici donc ce que c'est une analyse de cycle de vie. Donc, j'ai dit que Totem se basait sur cette méthodologie d'ACV, qui est une technique d'évaluation des aspects environnementaux et des impacts environnementaux potentiels liés à un système de produits. Donc, ça, c'est la définition dans la norme ISO. C'est une méthodologie qui s'est développée dans les années 90, qui est une approche multicritère sur l'ensemble des étapes du cycle de vie. On parle du berceau à la tombe, donc vraiment de la fabrication, en passant par la mise en œuvre, l'utilisation et l'élimination des déchets. Alors, pourquoi une telle méthodologie a été développée? En fait, c'est vraiment pour éviter les transferts de pollution. Donc, par exemple, ici, on a un produit qui a été évalué sur plusieurs étapes du cycle de vie, donc sur l'ensemble de son cycle de vie. Et voilà, on fait de l'éco-design pour essayer de réduire l'impact des matières premières qui est prépondérant. Donc, on a ici les matières premières qui ont cet impact. Alors, grâce à cette solution, on diminue en effet l'impact des matières premières, mais si on étudie l'ensemble du cycle de vie, on voit que l'impact environnemental au niveau de la fabrication et de l'utilisation va augmenter dans cette solution. Et donc, c'est vraiment important pour avoir une vision d'ensemble de l'impact environnemental d'étudier l'ensemble des étapes du cycle de vie.
Donc l'analyse de cycle de vie, elle répond à une série de normes dont les principales sont des normes ISO, donc la 14040 et 14044. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui donnent en fait un guide de bonnes pratiques. Il y a 4 étapes itératives dans l'analyse des cycles de vie, donc la définition des objectifs et du champ de l'étude, l'analyse de l'inventaire et l'évaluation des impacts. Et à chaque étape, on a une interprétation des résultats de ces étapes. Totem a été également développé en cohérence avec des normes européennes, donc la norme EN 15804 qui s'intéresse aux déclarations environnementales des produits de construction. Donc là, c'est des normes qui sont plus spécifiques vraiment au secteur de la construction. Et la norme EN 15978 qui parle donc d'évaluation de la performance environnementale des bâtiments. Donc, vraiment, l'outil Totem a été développé avec une méthodologie la plus transparente. Ici, on retrouve les informations sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, donc de la production, la construction, l'utilisation et la fin de vie. C'est juste exprimé différemment. Ce n'est plus un cercle, mais un tableau. Et on a également des informations supplémentaires au-delà du cycle de vie du bâtiment, par exemple sur le réemploi ou le recyclage. Donc ça, c'est des choses qu'on essaye également de développer dans Totem. Donc, si on reprend notre question, est-ce que les bâtiments basse énergie ou passifs sont-ils meilleurs pour l'environnement? Mais en fait, pour répondre à cette question, on a besoin d'un outil qui prenne en compte toutes les étapes du cycle de vie. Parce que en réduisant l'impact de certaines étapes du cycle de vie, comme l'utilisation liée à l'énergie, eh bien, on va augmenter l'impact de certaines autres phases du cycle de vie. Et donc, on a vraiment besoin d'un outil qui s'intéresse et qui prenne en compte les différentes étapes du cycle de vie, de la production des matériaux à la fin de vie, en passant par l'utilisation des bâtiments. Alors, une autre question, est-ce que le CO2 est le seul indicateur pertinent? On parle énormément de CO2 pour le moment, c'est bien normal. On s'intéresse énormément au réchauffement climatique. Donc, si je diminue l'impact carbone de mon bâtiment, c'est important pour atténuer le réchauffement climatique. Mais est-ce que je ne risque pas de créer d'autres pollutions environnementales? Bien sûr, on est tous préoccupés par le réchauffement climatique, mais également par d'autres aspects environnementaux, tels que les cancers qui peuvent être causés par les particules fines et le smog, par les pluies acides, par la diminution des ressources en eau potable. Et donc, quand on veut prendre tout cela en compte, comment s'y prendre? Alors, ici, dans Totem, je dis que c'était une méthodologie multicritère. Donc, on a un set d'indicateurs, donc 19 indicateurs qui sont répartis en 12 catégories et qui sont donc en totale conformité avec les normes européennes. Donc, on a ici des catégories d'indicateurs qui sont donc principaux, donc le réchauffement climatique, la couche d'ozone, l'eutrophisation. On reviendra là-dessus dans les slides suivantes. Donc ici, vous voyez que par exemple pour le réchauffement climatique, en fait, il y a 4 indicateurs derrière le réchauffement climatique qui sont donc regroupés dans la catégorie réchauffement climatique. Et on a également des indicateurs environnementaux supplémentaires tels que l'écotoxicité, la toxicité humaine ou les particules fines. Donc, juste pour reprendre en quelques mots assez brièvement, le but n'est pas que vous deveniez un expert environnemental, mais que vous puissiez comprendre ce qu'il y a derrière ces concepts d'indicateurs environnementaux. Donc, le réchauffement climatique, on a donc, voilà, c'est l'augmentation de la concentration atmosphérique de substances d'origine anthropique, donc telles que le CO2, mais également le méthane. Le méthane, par exemple, a un pouvoir de réchauffement global 25 fois supérieur au CO2. Et donc, on reprend tous ces gaz à effet de serre qu'on met dans une unité qui s'appelle le kilo CO2 équivalent. Et donc, on va avoir donc d'autres indicateurs. L'appauvrissement de la couche d'ozone, donc là, c'est vraiment voilà, toutes les émissions de gaz fluorés qui contribuent à la formation du trou de la couche d'ozone. Et là, on a une autre unité qui est le kilo CFC équivalent. L'acidification, donc là, c'est l'augmentation de quantité de substances acides de différentes natures dans l'atmosphère et qui est à l'origine des pluies acides. Les pluies acides qui causent le dépérissement de certains écosystèmes forestiers et d'eau douce. On a une autre unité ici qui est les équivalents acides. On a 3 indicateurs sur l'eutrophisation.
Donc là, c'est de l'émission dans l'air et dans l'eau de substances qui vont causer un excès d'éléments nutritifs dans les eaux de surface, par exemple, où là, on va avoir une surcroissance d'algues et ce qui va appauvrir également les écosystèmes aquatiques. Et donc là, on a différentes unités aussi pour ces 3 indicateurs, donc les kilos azote équivalents, les kilos potassium équivalents et les moles azote équivalents. L'ozone photochimique, donc là, c'est de l'émission dans l'air de substances qui conduisent à la production d'ozone troposphérique et ce qui est en fait appelé le smog d'été. On a également l'unité qui est reprise ici. L'épuisement de l'eau, donc la consommation d'eau douce et qui est en mètres cubes d'eau équivalent rendu indisponible par l'activité. L'épuisement des ressources abiotiques, là on a 2 indicateurs, un pour les minéraux et les métaux qui est exprimé du coup en kilos antimoine équivalent et puis pour les combustibles fossiles en mégajoules. Les particules fines, ça on en parle régulièrement en été, donc c'est toutes ces petites poussières, ces petites particules solides qui vont générer des maladies cardiaques et pulmonaires chez l'homme. On a une unité qui représente l'incidence des maladies. L'écotoxicité, donc là, c'est toutes sortes de substances qui vont causer des dommages aux écosystèmes aquatiques et aux organismes d'eau douce. On a également l'unité qui est reprise, une unité spécifique à cet indicateur. Le rayonnement ionisant, donc l'émission de rayonnement ionisant, donc radioactifs, qui peuvent entraîner des lésions cellulaires et donc des effets sur la santé humaine. Et donc là, on a des kilobecquerels uranium-235 équivalents. La toxicité humaine, donc 2 indicateurs, que ce soit cancérigène ou non. Et donc là également, c'est toutes sortes d'émissions de substances qui vont causer des dommages aux organismes vivants et à l'homme plus particulièrement. On a également une unité spécifique. Et enfin, on a l'utilisation et la qualité du sol, donc l'occupation et le changement d'affectation du sol et les changements de destination de l'utilisation du sol dans le temps vont également être prises en compte. Rapidement, on prend aussi en compte la consommation d'énergie pendant la phase d'utilisation. On y reviendra. Donc, si on reprend notre question, est-ce que le CO2 est le seul indicateur pertinent? Eh bien, sans doute que non. Donc, pour répondre à ces questions, il faut un outil qui prenne en compte une sélection d'indicateurs environnementaux pertinents. Vous vous rappelez que l'analyse de cycle de vie, c'est pour réduire le risque d'avoir un transfert de pollution, eh bien un transfert de pollution entre phases de cycle de vie, mais aussi un transfert de pollution entre indicateurs environnementaux, puisque c'est intéressant si on réduit l'impact sur le réchauffement climatique, mais si on crée d'autres pollutions environnementales, il faut également prendre cela en compte. C'est pour ça qu'on a une méthodologie multicritère avec plusieurs indicateurs environnementaux pertinents. Mais par contre, voilà, si j'ai 19 scores environnementaux, vous avez vu, chacun va être exprimé dans différentes unités spécifiques. Comment faire un choix? C'est compliqué d'avoir 19 scores environnementaux et de pouvoir faire un choix entre un élément ou un bâtiment à un autre. Il y a déjà beaucoup de choix à faire quand on conçoit un bâtiment. Si en plus j'ai tous ces éléments, c'est complexe. Alors donc ce qui amène ma question suivante, donc comment prendre en compte plusieurs indicateurs environnementaux dans mes choix? Vous pouvez déterminer facilement quelle est la meilleure des solutions? Donc, c'était une étude qui portait sur des isolants à base de paille avec différentes manières de comptabiliser la paille. Ça sert à rien, je ne vais pas rentrer dans les détails. De la cellulose et de l'XPS, on avait une comparaison donc sur base de l'ensemble du cycle de vie et sur différents aspects environnementaux qui sont repris donc sur l'axe des X. Et on voit le résultat des différentes analyses de cycle de vie de ces matériaux. C'est un résultat assez classique, on va dire, d'analyse de cycle de vie. Donc ça, c'est des résultats qui sont assez classiques pour des études, scientifiques, mais quand on conçoit un bâtiment, on doit pouvoir, interpréter plus facilement les résultats, que dans une, étude scientifique. C'est pour ça que dans la méthodologie Totem, il a été choisi de faire, une agrégation donc, suite à cette difficulté d'interprétation et donc le besoin de prendre une décision sur base d'un résultat multicritère, on a choisi dans Totem de proposer une agrégation en un score unique, grâce à la méthodologie PEF, donc qui va exprimer tous les scores environnementaux en millipoints. Alors, il y a 2 étapes
à cette méthodologie d'agrégation, d'abord, on va normaliser les résultats. Donc, on va prendre le score de l'indicateur et on va le diviser par un facteur de normalisation qui est en fait l'impact par habitant mondial. Donc déjà, on va se débarrasser de toutes ces unités complexes. On va avoir des indicateurs en résultats qui sont adimensionnels et normalisés par rapport à l'impact d'un habitant mondial. Ensuite, on va pondérer ces scores environnementaux par un facteur de pondération qui va refléter l'importance relative qui est perçue dans la société, dans différentes catégories, donc des experts, des non-experts, des différents indicateurs. Donc cette importance relative est définie par des enquêtes et corrigée en fonction de la robustesse de l'indicateur d'impact. On va donc pouvoir faire une somme pondérée de ces différents indicateurs et avoir un seul score unique en millipoints. Ça permet de faire donc une interprétation plus facile. Si vous voulez plus d'informations sur la méthodologie, il y a des publications européennes qui permettent de se documenter. Et donc, si je reprends cette question, voilà, comment faire un choix? Eh bien, on a besoin, pour faire un choix aisé, d'avoir un score agrégé. Ce qui nous mène à une autre question. Les matériaux biosourcés, est-ce qu'ils absorbent du carbone? Voilà, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement autour de nous. Et donc, on va parler ici donc de carbone biogénique. Donc, en effet, les végétaux prélèvent du CO2 biogénique pendant leur croissance. Donc, quand on utilise par exemple du bois, ce bois a stocké du CO2 pendant la phase de production des matières premières. Par contre, en fin de vie, ce bois, qu'il soit composté, brûlé, ou qui voilà, il va relâcher ce CO2 dans l'atmosphère et donc ce CO2 biogénique en fin de vie va être relâché. Donc le bilan sur l'ensemble du cycle de vie est neutre. Donc sur 60 ans, sur le cycle de vie du bâtiment, l'utilisation de matériaux biosourcés ne va pas puiser du CO2, mais par contre, ça va puiser du CO2 dans la production des matières premières, mais pas sur l'ensemble du cycle de vie. Alors, on peut visualiser dans Totem ce carbone biogénique, donc on verra ensuite comment on obtient ces résultats grâce à Totem, mais donc on peut ici retrouver le contenu en carbone biogénique des matériaux de construction biosourcés, même si ce bilan est neutre dans l'ensemble du cycle de vie. Donc la réponse à cette question, c'est oui, les matériaux biosourcés absorbent du carbone durant leur phase de production, mais ce carbone est ensuite relâché en fin de vie du bâtiment. Donc le bilan carbone global est considéré comme neutre dans la méthodologie analyse de cycle de vie. Alors pour en savoir plus sur la méthodologie Totem, donc je vous avais dit qu'il y avait une section documentation sur le site et donc vous pouvez notamment retrouver cette publication qui est en anglais et qui vraiment présente la méthodologie Totem, donc les différents indicateurs, ce qui est fait, ce qui est adapté, etc. dans la méthodologie Totem.